Hello tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Building Public. Bon, c'est clairement pas un exercice que je maîtrise. C'est vraiment mon tout premier épisode, ça fait hyper longtemps que je vais mettre en place ce genre d'exercice, mais pour le coup, c'est pas facile. Je trouve que c'est pas du tout un exercice facile. Je trouve que même au-delà du fait que c'est pas un exercice facile, il faut vraiment prendre le pli de le faire, prendre le temps de le faire. Il faut avoir des choses à raconter. Et voilà, et là je pense que c'est un bon moment pour commencer. Comme je viens de le dire, n'étant pas très à l'aise forcément avec ce type d'exercice, ce que j'ai décidé, du coup, pour être un maximum pertinent et stratégique, c'est de prendre des notes. En plus, je trouve ça d'une certaine façon assez poétique. Ça va me permettre d'être vraiment juste dans ce que je m'apprête à dire. Puis j'aime bien cette idée-là. Donc, pour donner un petit peu de contexte, avant tout, là je me connecte déjà au Wi-Fi. Là, du coup, je suis à Paris. J'ai eu une journée assez incroyable aujourd'hui. Je suis parti assez tôt de Bordeaux. Pour le coup, alors une seconde, Zoku, Suite, Zoku, faut se connecter. J'ai eu une journée assez ouf aujourd'hui parce que du coup, je suis parti de Bordeaux très tôt ce matin. J'avais quelques calls. Parti sur Paris du coup parce que j'enregistre. Enfin, j'ai deux rendez-vous demain pour un client et avec un client et pour des clients puisque chez Hypogos aujourd'hui on s'investit aussi auprès de nos clients. Le but c'est justement d'avoir un peu toute la chaîne de valeur, mais ça j'y reviendrai. Et cet après-midi, je voyais quelqu'un pour un projet un peu annexe qui peut potentiellement venir coïncider avec des clients. Ah, c'était pas trop clair et c'était assez incroyable parce que j'ai vu que c'était assez ouf. C'était vers Orléans. Je fais Bordeaux-Paris, quelques calls clients, puis Paris-Orléans. Je suis rentré à 20h, donc là je suis les 21h, j'ai le temps de me doucher, etc. Et je suis à Zoku, c'est la première fois que je viens. C'est un hôtel porte de Clichy. J'avais pas mal d'a priori en vrai sur cette zone de Paris, et pour autant, franchement, l'hôtel est incroyable. Petit loft, moi j'ai pris une chambre loft, c'est ultra cool. Et donc je suis en live d'ici, je vais mettre un peu de lumière, ce sera pas trop mal. Bon, je sais pas si ça fait une grosse différence, mais c'est déjà pas mal. Donc, revenons à mes notes. L'idée aujourd'hui, du coup, bah, c'est de faire un petit point sur le premier semestre de l'année 2025, également sur bah, tous les learnings que j'ai pu avoir avec Hypogrowth. Pour ceux qui ne le savent pas, Hypogrowth, c'est mon 14e projet. J'en ai monté beaucoup, j'en ai planté beaucoup et j'en ai jamais documenté aucun. Et je pense qu'il est temps de commencer. Quelque part, c'est un truc, comme je disais au début, que j'ai toujours voulu faire. J'ai jamais vraiment su comment le faire. J'ai tout le matos et tout. Donc là, let's go. C'est le jour où je vais dévoiler un peu tous nos chiffres, tout ce qui s'est passé pendant 2 ans. Et en même temps, je trouve que c'est une bonne manière de cristalliser mes pensées. En plus, en ce moment, on est dans une phase de palier avec Hypogos. C'est là où j'interviens avec mes clients. Moi, donc je trouve ça, entre guillemets, critique. Et donc trop intéressant de l'adresser. Donc, le point un peu de ce premier épisode, c'est un peu... je pense que l'important, c'est de poser un peu le contexte. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer un laboratoire de croissance? Qu'est-ce que c'est un laboratoire de croissance? Qu'est-ce que c'est des operating partners? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous depuis le début? Comment est-ce que j'ai adressé ce marché? Qui y a sur ce marché? Et pourquoi, tout simplement. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, du coup, là, dans quelques semaines, le concept de Hypogrowth, anciennement Prismolab, aura donc 2 ans. On n'est ni une agence, ni un cabinet de conseil, ni un collectif. On est le mix de tout ça. On est un laboratoire. Un espace où on a la vocation d'accompagner autrement, de tester, de construire, d'itérer, d'échouer et puis de recommencer. On a une logique de test and learn. Le but, c'est d'aller plus vite, plus profondément, avec plus d'impact et plus sainement et plus durablement. Et donc c'est assez important parce que souvent on fait une corrélation entre le fait d'aller vite et le fait que ce soit sain ou durable. En fait, moi ma croyance c'est que on peut pas passer de 100K à 800K de MRR mensuel en 2 mois.
avec des bons systèmes, etc., à des phases de croissance, on peut, mais c'est des choses qui se préparent, c'est des choses, ça sert à rien de faire des fausses promesses, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai créé ce laboratoire de croissance pour vraiment pouvoir mettre de la durabilité, et donc on prend le temps de faire les choses. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Concrètement, l'idée d'Hypergrowth, c'est un endroit où on ne va pas parler en surface, un endroit où on va retrouver de la clarté, du courage et une direction qui est claire. Et ça, c'est hyper important pour moi, la direction qui est claire, parce que quand j'ai lancé Hypergrowth, j'accompagnais déjà quelques boîtes, j'en avais déjà monté évidemment quelques-unes. Et en fait, moi j'ai constaté qu'il y avait un pattern chez moi qui était, qui du coup était un pattern, mais chez d'autres fondateurs. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de fondateurs autour de moi qui étaient brillants, visionnaires, ultra engagés, et qui pour autant avaient des problèmes de solitude, en fait, se retrouver seuls, seuls pas physiquement, mais seuls dans leurs décisions, seuls dans les arbitrages qu'ils avaient à faire au quotidien. Ils étaient seuls en fait à apporter la vision, à apporter l'organisation, à apporter les recrutements, à apporter les systèmes. Euh, donc c'est des boîtes qui avançaient, mais au final, même parfois hyper rapidement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure, pas de process, pas de cadre, parce qu'ils sont seuls et parce qu'ils n'ont pas de miroir. Et donc ma logique à moi, c'était de devenir en fait vraiment ce miroir, on va dire, décisionnel, et donc de développer un petit peu ce métier en France, qui est le métier d'operating partner. Un operating partner, pardon, à l'origine, c'est un terme américain. Euh, En général, aux États-Unis et même en France, les operating partners qu'on connaît, c'est plutôt des gars dans des fonds avec des profils un petit peu couteau suisse qui sont mis au service des boîtes financées par le fonds d'investissement et qui sont là en fait pour les aider à grandir en soi. Le point, c'est que moi, je trouvais que déjà, on n'est pas obligé de mettre ça en place que dans les boîtes qui levaient des fonds et que c'était pas un truc que les fonds devaient diriger d'une certaine façon. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pousser ce métier d'operating partner. Alors, c'est pas venu tout de suite. Au début, on avait plutôt une posture de mentor et depuis à peu près un an, depuis notre dernier programme, qui est le programme principal qu'on vend aujourd'hui chez Hypergrowth, qui a commencé en juillet, je crois. Donc, on a démarré il y a un peu moins d'un an, 9 mois, si mes calculs sont bons. Et je vais majoritairement parler de ça, puisque en fait, on a, dans l'histoire de Hypergrowth, anciennement Prism Lab, on a itéré pendant presque un an, avant, même un peu plus du coup. Le projet est né lors d'un co-living avec Marion Carnero que j'ai fait à Tarazout et j'ai mis presque un an à trouver un modèle qui me convenait. J'avais déjà cette logique de miroir, mais j'ai mis vraiment du temps. Je suis passé par énormément de phases qu'on ne voit pas sur LinkedIn. J'ai essayé justement de raconter le côté hyper positif de tout ce que je vivais. Je pense que c'est un truc qui est humain. On essaye d'en voir le positif et je pense que j'en avais besoin d'être hyper optimiste. Mais au final, j'ai testé 20 000 modèles, on a sorti plein de programmes. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas été satisfaits des premiers programmes qu'on a sortis parce qu'on n'adressait tout simplement pas la bonne cible. J'ai commencé par essayer d'adresser des gens qui étaient au tout début de leur projet. Et en fait, forcément, quand tu fais de l'accompagnement et que tu essayes de toucher des gens qui sont au tout début de leur projet, tu impactes directement. Et moi, j'avais une approche, je voulais avoir vraiment une approche de valeur, je voulais pouvoir poser tout un écosystème autour des gens que j'accompagnais. Et c'est quelque chose de très complexe à faire et je le vois, quand on cible vraiment du low ticket, j'ai envie de dire, et je le vois avec les accompagnements que je vois autour de moi, les accompagnements spécialisés dans les agences ou dans e-commerce, où c'est des tickets à genre 3 000 € en 3 mois, etc. En fait, ce qu'ils vendent, c'est pas pour critiquer, pas du tout, c'est juste que ce qu'ils vendent au final, c'est aussi on va dire un miroir, mais un miroir individuel. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment développer une approche qu'aujourd'hui on a, qui s'appelle l'approche OPX, et c'était vraiment d'avoir cet interlocuteur miroir, mais aussi d'avoir le pouvoir de pouvoir pousser des experts tout autour. Donc nous, c'est ce qu'on appelle OPX, donc OP, Operating Partner X, c'est tout le réseau d'experts qu'on va pouvoir pousser en fonction des problématiques critiques de la boîte qu'elle rencontre. Et ça, en fait, pour le faire, on avait besoin de faire un petit saut, on va dire, d'upgrade dans les clients qu'on avait, et donc d'aller chercher des clients en hyper croissance. C'est comme ça qu'on a démarré un premier programme, qu'on a trouvé, on va dire, le modèle initial de celui qu'on a aujourd'hui. J'ai passé presque 6 mois à construire ce programme. J'ai commencé en fait à le réfléchir au mois de janvier. Je savais que je voulais opérer un changement de positionnement en janvier 2024. Mais au final, c'est quelque chose qui ne s'est réellement passé qu'en juillet, fin juin, début juillet, avec la signature de nos premiers clients sur notre nouveau programme. Et cette approche, du coup, operating partner et expert qui vient en renfort sur les thématiques critiques.
Et là, on a trouvé un product market fit, du coup, à partir du mois de juillet. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de scaler, enfin que j'ai réussi, entre guillemets, à scaler sur une première phase de croissance. Euh, Ce qu'il faut comprendre aussi, un point qui est plutôt important, je trouve, c'est que, en fait, en l'été 2024, j'ai donné naissance à deux bébés, puisque ma femme a accouché en août, le 2 août 2024. J'ai dit récemment, d'ailleurs, dans un podcast, que l'année 2024 était une année qui m'avait transformé. Et carrément, parce que c'est une année d'alignement parfait pour moi. C'est l'année où je me suis aligné professionnellement parce que j'ai réussi à faire de ma nature profonde, ma zone de génie, mon métier principal. J'avais monté plein de boîtes avant, mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est résoudre des problèmes. J'ai réussi, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, on a bien entamé l'implantation du métier d'operating partner tel qu'on l'entend sur le marché français et j'en suis hyper content. Et en même temps, mais du coup, en août, je suis devenu papa et c'est une chose qui a forcément profondément bouleversé ma vie. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite d'ailleurs, mais je pense que c'est un peu comme quand tu montes une boîte et que ça commence à bien marcher, tu t'en rends pas compte tout de suite parce que tu prends une sacrée vague d'obligations et de responsabilités et de systèmes à mettre en place. Et c'est un peu pareil quand tu deviens papa, puisque ben, forcément tu dois devenir responsable, tu dois mettre en place certaines choses, il y a des choses que tu peux plus faire, des choses que tu dois faire différemment. Et voilà, moi j'ai tout vécu en même temps. On a voyagé très vite avec notre fille. J'ai pris très vite des clients à l'étranger, notamment à Bali par exemple, en Thaïlande, au Maroc, en Suisse. J'avais déjà eu cette verticale enfin, cette approche, on va dire, sur des boîtes passées, notamment sur Kima, ma boîte d'avant. Mais c'était des choses qui avaient été beaucoup plus douces, qu'on avait fait progressivement avec des projets déjà structurés, euh, pas de cette ampleur, hein. Bali, on a eu 5 clients en même temps. Euh, donc voilà, ça a été une année assez ouf. Et tout a explosé plus ou moins en même temps. Donc bah, j'ai dû apprendre à gérer le chaos. Et le chaos, justement, c'est un truc dont j'ai foncièrement envie de parler parce que je pense que c'est le point commun de tous les clients euh, qu'on peut avoir chez Hypergrowth. C'est ce que nous, on a vécu, on vit un petit peu en ce moment au quotidien. Quand je dis nous, c'est ben, moi et toute l'équipe que j'ai pu poser autour de Hypergrowth, mais j'y reviendrai dans la phase des chiffres, puisque je vais donner des chiffres de manière transparente. Je pense que c'est cool de partager ça. Et donc ce chaos, en fait, ce qu'il faut, je pense, intégrer, en tout cas moi, ce que j'ai intégré, je l'avais beaucoup dit à mes clients, je l'avais déjà vécu, mais je l'avais oublié, c'est que, en fait, le chaos, c'est fertile, c'est dans le chaos qu'on construit. Ça, c'est un message qui est hyper important, je trouve, à faire passer, parce que c'est la discussion que je peux avoir le plus, je pense, avec des clients, les dirigeants que je rencontre dans les divers événements qu'on fait, dans les divers événements où je vais. Euh, le chaos, c'est là où la nature profonde se révèle. C'est là où on prend les décisions qui vont apporter de la clarté ou non. Et c'est là où on a le plus besoin d'un miroir décisionnel. Vraiment, le chaos, c'est une très bonne chose. C'est quelque chose de très très dur à gérer. Mais c'est là, en fait, c'est quelque chose qu'on a provoqué soi-même. Et c'est la rançon du succès, j'ai envie de dire. Et donc c'est vraiment dans cette situation, nous on a deux typologies de clients, soit on a des clients qui viennent parce que ils sont en hypercroissance, donc c'est le chaos, ou on a des clients qui viennent parce que ils ont été en hypercroissance et ça c'est la décroissance et donc c'est le chaos. Et dans les deux cas, il faut comprendre que c'est des bons chaos parce que c'est les chaos où il faut justement prendre du recul, où il faut sortir la tête de l'opérationnel et où il faut prendre des décisions complètement contre-intuitives et sortir de sa zone de confort. Et donc c'est là où nous, on a le plus d'impact. Ça, c'est hyper important de le dire. Non pas parce que je veux vendre mon programme, même si évidemment je suis convaincu qu'on a construit le meilleur programme francophone. C'est pas pour me vanter, c'est juste que en fait, chez Hypergrowth aujourd'hui, on n'invente rien. Et ça, c'est très important. On se base uniquement sur de la data, on prend du recul, on développe un métier qui est le métier d'operating partner. Ça va me permettre de clarifier le métier d'operating partner. C'est tout simplement le mix parfait entre un coach, un mentor et un problem solver. Qu'est-ce que c'est un coach? C'est quelqu'un qui est là au quotidien. C'est quelqu'un qui est un miroir et c'est quelqu'un qui est là pour accompagner la croissance
personnel et professionnel de la boîte, et donc, enfin du dirigeant et donc de la boîte. Un mentor, c'est quelqu'un qui est déjà passé par là, que ce soit sectoriel ou non sectoriel. Il y a des patterns communs et on a besoin de mentors. On a besoin d'avoir cette posture de mentor pour pouvoir accompagner correctement une boîte. Et un problem solver, c'est tout simplement quelqu'un qui a des capacités et une gymnastique intellectuelle euh, suffisante et prouvée, et donc qui a la capacité d'être confronté à des problématiques complexes et de les résoudre avec de la simplicité. Et moi, c'est ce que je recherche chez les operating partners. J'ai fait un choix assez, assez critique, je pense, c'est que j'ai choisi de m'entourer d'operating partners qui sont tous des entrepreneurs en poste ou des entrepreneurs qui ont exit des boîtes et qui sont dans des phases de transition. Mais on n'a pas recruté et on ne recrutera jamais euh, des gens pour les former au métier d'operating partner. On recrute des entrepreneurs qu'on va accompagner et oui, former d'une certaine façon à notre vision du métier d'operating partner. Mais pour moi, l'operating partner a besoin d'être un entrepreneur pour avoir la capacité d'accompagner d'autres entrepreneurs. Euh, voilà, ça c'était un point important, c'est le point autour du chaos. Je pense que c'est dans le chaos qu'on gagne ses meilleurs réflexes et c'est hyper important. Passons à la partie des chiffres. Les chiffres de Hypergrowth. Alors, Hypergrowth aujourd'hui c'est une core team de 10 personnes, une extended team de 23 personnes. Donc qu'est-ce que ça veut dire core team? Ça veut dire que les gens avec qui on travaille au quotidien, avec qui je travaille au quotidien, on est 10 du coup. Euh, Extended Team, mais c'est tout simplement les experts qu'on peut avoir autour. On a 23 experts aujourd'hui qu'on a sélectionnés et d'une certaine façon formés ou en tout cas accompagnés à la manière dont on a envie de travailler chez Hypogos. On a des experts sur des verticales assez diverses, hein. On a des experts en RGPD, on a des experts en acquisition, en automation, en marketing automation, en CRO. On a des experts sur forcément le media buying. On a des experts sur beaucoup de verticales. On a des développeurs Webflow. Enfin, vraiment, on a tout simplement 23, alors je dirais pas 23, mais une vingtaine d'expertises qu'on représente chez Hypergrowth. On a aussi beaucoup de sujets juridiques, donc on travaille avec un certain nombre d'avocats avec qui on a déjà travaillé, avec qui nos clients travaillent. En fait, ce que j'ai vraiment essayé de créer, c'est un écosystème qui est vertueux et qui s'entraide. Et donc, pour moi, il est beaucoup plus pertinent de travailler avec une core team, euh, avec la crème de la crème, et de faire travailler des gens en qui j'ai confiance, et de placer ma confiance dans des gens qui sont performants, et de les faire travailler avec plusieurs de mes clients, plutôt que d'aller chercher à chaque fois des gens différents pour toutes les verticales de mes clients. En fait, on a tendance à penser que sectoriellement, ben, un bon avocat pour, je sais pas, qui va accompagner de l'API, propriété intellectuelle, sur du e-commerce, va être un mauvais avocat sur du SaaS ou des choses comme ça. Pas du tout. Oui, c'est bien quand vous avez des gens qui sont spécialisés dans votre vertical, dans votre secteur, etc. Mais il existe beaucoup de pépites qui sont très très douées. Et nous, c'est ce qu'on a vraiment à aller chercher. C'est ce qu'on est, pardon, vraiment à aller chercher. Depuis le début, on a accompagné du coup plus de 80 projets. 47 projets sur notre programme principal, donc depuis le mois de juillet 2024. On a piloté, conseillé et structuré un peu plus de 60 millions d'euros de business. Donc ça, c'est super cool sur le papier. Mais derrière, il y a la vérité brute. Et la vérité brute, c'est que depuis le lancement, Hypergrowth a généré 450 000 euros cumulés. Un modèle où on peut avancer vite, du coup, mais pas en surface. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un quart de ce chiffre a été fait dans les 5 derniers mois. Donc, le point, c'est que, vous voyez, j'ai passé dans deux trois podcasts dernièrement, on m'a demandé mon chiffre d'affaires, on était dans les mois les plus intéressants, donc ben, je disais 100 le mois dernier. D'ailleurs, c'est réel. Euh, on a signé depuis début 2025, on a déjà signé 340 000 euros euh, de projet, mais on n'a pas encaissé, c'est 343 000 euros précisément, j'ai le chiffre sous les yeux, mais on ne les a pas encaissés. Donc oui, c'est intéressant, oui, ça nous fait un bel MRR, oui, c'est un chiffre qui, entre guillemets, peut claquer pour une boîte qui, au final, n'a que 2 ans. En tout cas, moi, j'en suis très content. Ce pas des choses que j'ai pu faire avec tous mes projets. J'ai pas jusqu'à maintenant monté 10 boîtes à des millions. Mais franchement, c'est quelque chose dont on est très content. Au final, si on fait vraiment le calcul,
La majorité de ce chiffre, nous, on l'a fait depuis juillet, donc j'en suis très content. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien de fixer sur les chiffres, mais il y a une réalité derrière et que voilà. Moi, je voulais tout simplement poser cette réalité. Je trouve qu'elle est intéressante et je trouve que je suis assez fier de ce qu'on a fait, mais on a encore beaucoup de chemin, puisqu'on a un objectif de cette année qui est d'atteindre 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on verra déjà si à la fin de cette année, on atteint ces chiffres, mais forcément, on est confiant, puisque jusqu'à maintenant, autre élément dont je suis très fier, les gens qui sont rentrés dans notre programme principal, on n'a personne qui en est sorti. Et on a un programme qui dure 12 mois, donc c'est pas quelque chose de simple de maintenir les gens pendant 12 mois, mais on a une conviction qu'on vend avec le programme et en laquelle je crois au plus profond de moi, qui est celle que pour construire une boîte avec une belle croissance, il faut du temps. On accompagne pendant 12 mois, nos roadmaps sont mises en place sur 12 mois, on fonctionne en quarter, donc c'est 4 fois 3 mois. Et on a des objectifs, enfin on a des actions, des expertises et des objectifs sur chacun de ces quarters. Euh, on laisse évidemment la possibilité à nos clients de sortir à tous les quarters, je dirais même tous les mois, puisqu'on n'a aucun engagement sur notre programme. C'est pareil, c'est un choix stratégique que j'ai pris. Honnêtement, pour être honnête, je ne me suis pas forcément posé la question, mais je pense que c'était plutôt smart stratégiquement parce que ça pose un rapport de confiance avec nos clients qui est crucial dans le métier qu'on fait. Euh, un point qui est important et que je nous ai noté, en fait, je pense qu'une grosse force qu'on a, c'est qu'on bosse beaucoup en atelier. Nous, nos, un point qui est important, c'est que je pense que l'une de nos forces principales, c'est les ateliers qu'on peut développer. Aujourd'hui, à Hypogos, évidemment, c'est un operating partner qui est avec vous dans le quotidien, qui est votre bras droit, qui vous aide. C'est des experts qui viennent sur chaque verticale spécifique, mais c'est aussi et surtout des ateliers activables à chaque fois qu'on parle avec nos clients. On parle à nos clients une fois toutes les semaines, 1 heure et demie en général, enfin entre 1 heure et 1 heure et demie, la majorité dure 1 heure et demie. Et le but, c'est que chaque fois, ce soit des ateliers, qu'on rentre dans le détail, qu'on active des choses et qu'en sortant de chacun des calls, il y ait des choses à faire. En fait, et moi, ça me manquait dans les programmes que j'avais autour de moi. Et donc, je voulais vraiment faire quelque chose où à chaque fois, c'est des ateliers, à chaque fois, c'est à la fin d'un call, on t'envoie des ressources, on t'envoie un tableau à remplir, on t'envoie un modèle, on bosse sur des frameworks, on bosse sur des choses. Donc là, typiquement, on a développé des frameworks pour poser la vision, pour redessiner une organisation cible. Pour modéliser aussi tous les process que vous pouvez avoir en interne, pour travailler sur une rentabilité réelle. Donc on a créé des tableaux de calcul de rentabilité. Pour aligner le recrutement, on crée des process entiers de recrutement sur la stratégie. On crée des ateliers qui sont juste des ateliers purement stratégiques, comme par exemple le pré-mortem. On fait des diagnostics de croissance qu'on fait tous les trimestres pour voir quels sont vraiment, si on a adressé les bons piliers critiques. On se teste en fait en continu et surtout on construit une roadmap qui tient et qui est flexible dans le temps. On construit une roadmap qui tient dans le temps parce qu'elle est flexible, justement. Et ces outils, on les teste avec nos clients et on les applique quand ils sont fonctionnels. On les affine à chaque mission. On les documente et on les transmet. Et ça, c'est crucial, je pense, pour construire un modèle qui est viable. Je ne dis pas qu'on a la science infuse, je ne dis pas qu'aujourd'hui on a tous les enseignements, pas du tout. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu la base quand on fait du service, c'est qu'il faut vraiment documenter, transmettre. Les process, c'est la clé. D'ailleurs, ça c'est un truc. Enfin, quand j'étais gamin, j'avais toujours cette habitude de beaucoup lire. Je l'ai perdu dans mes précédents business. Je l'ai perdu, je dirais globalement dans ma vingtaine. Ça fait un peu le trentenaire qui revient sur sa vingtaine, mais c'est vrai, je l'ai vachement perdu. Et depuis 2 ans, sur Hypogos, j'ai vachement plus lu. Là, par exemple, je suis en train de lire un livre qui est genre une masterclass que je pense beaucoup d'entre vous ont lu, qui est de 0 à 1. Dernièrement, j'ai lu le journal d'un CEO. Enfin bref, j'ai lu beaucoup de livres de One Thing, 100 Million Offers. Bon, il y a beaucoup de livres qui sont un peu des trucs lambda, mais qui sont des trucs importants. J'entends beaucoup de dirigeants me dire ouais, mais 100 Million Offers, c'est bon, tout le monde en parle. Je sais plus, même de 0 à 1, tout le monde en parle. Est-ce que c'est vraiment des livres hyper importants? La stratégie de l'océan bleu, ça c'est un livre qui est moins lu, mais qui est une bible. D'ailleurs, que je vous conseille fortement de lire, puisque c'est vraiment la base de l'innovation de produit. Mais globalement, même, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner à n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel
typologie de business, dans n'importe quel secteur, c'est tout simplement de lire un maximum. Parce que il y a lire et lire, j'ai envie de dire. Lire pour se dire, ouais, non, mais en fait, voilà, moi je lis ce livre avec du recul, enfin, en appliquant exactement tout ce que le livre dit, etc. Ça n'a pas de sens. Dans tous les livres, il y a énormément de choses à prendre, et je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et donc, lire pour comprendre, euh, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Moi, je construis pour transmettre, et donc tout ce que je lis, après, je le lis, j'essaie de le comprendre, euh, je construis une réflexion autour de ça, j'adopte cette réflexion, et après, je transmets, et j'essaye d'enseigner auprès de mes clients, auprès des ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers que j'ai créés, que j'ai puisés de certains livres, comme par exemple Journal d'un CEO, j'ai puisé par exemple l'atelier Prémortem dont je parlais tout à l'heure, et c'est crucial. Je l'ai partagé déjà avec 99% de mes clients aujourd'hui, tous ont adoré. Même mes potes autour de moi, j'ai un pote récemment qui avait une grosse agence avec qui j'ai dit, où ça se passait pas bien, avec qui j'ai dit, mais applique cette méthodologie. Il l'a appliqué, il a pris des décisions cruciales. Ça lui a permis d'éviter des années et des années de réflexion, de discussion, de transmission à ses collaborateurs, puisque en fait, ils ont gagné un temps fou là-dessus. Et c'est à ça que ça sert à nous. Euh, Mon dernier point, je dirais pas mon dernier, mais un point que je pense qui est assez important, c'est, je pense, l'acquisition. C'est un truc dont moi je voulais parler parce que c'est encore une question, c'est un truc que nous on a testé. S'il y en a qui sont dans le service et qui regarderont cette vidéo, ben, je vous invite à me faire vos retours là-dessus. Mais typiquement, moi, l'acquisition digitale, l'acquisition globalement, ça n'a jamais été trop ma spé. Dans beaucoup de boîtes que j'avais avant, c'était des trucs que je déléguais ou autres. Et sur Hypergrowth, on a galéré à trouver un peu notre funnel, le funnel intéressant. Et le smart move qu'on a fait à un moment, c'est les cafés croissance, l'organisation d'événements. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a un métier de confiance. Donc c'est vrai que en organisant des événements, ben, on ramène des dirigeants en fait à nos événements qui voient de quoi on est capable, qui me voient moi en action, puisque pendant les cafés croissance, on fait deux ateliers aujourd'hui qui sont des ateliers qui posent vraiment les bases de notre accompagnement, dont l'atelier pré-mortem d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt nouveau qu'on fasse cet atelier. Mais depuis le début, on fait un atelier qui est le hot seat. Et le hot seat, moi, me permet vraiment de déclarer ma zone de génie, puisque je pense que on a tous un talent. Et moi, mon talent, c'est le problem solving. J'ai une capacité à vraiment modéliser rapidement des problématiques et à simplifier en fait quelque chose qui peut paraître très complexe, à le mettre en forme de manière très simple et donc à y trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que je trouve des solutions où j'ai 100% raison, pas du tout. Ça veut juste dire que j'apporte des solutions et c'est ce dont ont besoin des dirigeants qui sont bloqués dans les situations. C'est d'ailleurs mon métier, c'est d'ailleurs le métier de Hypergrowth et c'est ce que les événements Café Croissance nous ont permis de faire. En fait, ça nous a permis de créer une sorte de funnel, mais c'est un funnel qui typiquement n'est pas scalable. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, moi je suis confronté à un palier assez critique, qui est celui que ben, on organise des événements, on attire des super business, c'est super, mais sans être présent, sans avoir, sans organiser ces événements qui nécessitent une présence physique, mais du coup, on n'a pas d'acquisition. Donc notre plus gros enjeu de 2025, ça va vraiment être comment on va chercher de l'acquisition digitale, et c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, c'est un chantier lunaire pour moi, ça peut paraître super simple pour beaucoup d'entre vous, mais pour moi c'est vraiment un chantier critique, c'est un truc que j'ai jamais vraiment réellement fait. On m'a dit d'écrire sur LinkedIn, j'ai testé d'écrire sur LinkedIn, j'adore ça. Même je trouve qu'on se cache un petit peu sur LinkedIn derrière une sorte de personnage, en tout cas c'est l'approche que j'ai au début d'Hypergrowth, et c'est vraiment quelque chose que je veux plus du tout faire, donc c'est vraiment quelque chose que je vais arrêter de faire. Et donc aujourd'hui je me pose pas mal de questions, et c'est des questions que j'avais envie de vous partager. Je pense que c'est important de, de documenter cet aspect-là. Je me regarderai du coup sûrement dans quelques mois et je me dirai, ah, ben, t'as toujours pas la réponse ou t'as la réponse. Mais là, je me pose encore la question sur, ben, déjà de un, quid de nos événements, comment les enrichir, comment enrichir ce funnel. Donc on continue, on est en train de sortir un nouvel événement qui s'appelle Poivre et Sel, ça vous l'apprenez en exclusivité, et qui est en fait un dîner de dirigeants. Donc ça, moi, j'y crois énormément, j'adore. On a un gros enjeu de réseau chez Hypergrowth, et donc on va sortir d'ailleurs, aujourd'hui d'ailleurs, c'est peut-être important de poser cette base, mais ma vision de 2025 pour Hypergrowth, c'est de développer trois gros piliers. Le pilier principal du programme, le pilier, j'ai envie de dire secondaire, mais qui nécessite, enfin qui
joue énormément et a un gros impact sur le pilier principal qui est celui du réseau. Il faut qu'on ait un réseau entretenu, c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec le Café Croissance, ce qu'on va faire avec Poivre et Sel, entretenir un réseau de dirigeants, non pas pour absolument les signer sur le programme, mais tout simplement parce que, en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que parfois des dirigeants avaient des problématiques très communes, mais comme ils ne sont pas du même secteur, ils ne se parlent pas. Et en fait, c'est fou parce que des e-commerçants qui ont des problèmes de media buying, ben, s'ils discutent avec un dirigeant media buyer qui a aucun intérêt, qui vient juste à un événement, profiter lui aussi des enseignements et apprendre sur sa boîte, eh ben, il apprend énormément et il permet à l'autre de tirer énormément de learning. Et ça, c'est ce qu'on a voulu créer avec le Café Croissance. Et c'est ce qu'on va aussi mettre en place avec les événements Poivre et Sel. Et donc, là-dedans, du coup, la question évidente c'est comment est-ce qu'on enrichit en continu le programme. Bon, ça, de toute façon, ça ne dépend que de nous. Moi, je continue à lire, je continue à m'inspirer de partout. Je me fais accompagner moi aussi. Je m'inspire des États-Unis, je m'inspire de tout ce que je peux voir en Angleterre, tout ce que je peux voir aux Émirats, beaucoup en Asie. Je voyage beaucoup pour discuter avec d'autres entrepreneurs et voir un petit peu c'est quoi leur clé de croissance à eux. Est-ce qu'on a bien fait de faire le choix d'avoir des operating partners entrepreneurs? Moi, je suis convaincu que oui, mais ça reste une question. Je pense que c'est un truc important. Nos événements, quid de nos événements? On a fait des événements gratuits, on a fait des événements payants. Quel est le modèle idéal? Est-ce que vraiment on doit monétiser ce réseau? C'est pareil, je pense que oui, parce que je pense que quand on paye quelque chose, on s'investit plus dans cette chose-là. Donc c'est pareil, ça reste une question que je me pose. Et puis, le sujet critique de, je pense, toute boîte de service, c'est quid du recrutement? Est-ce qu'on recrute? Est-ce qu'on grandit par acquisition? J'ai pas toutes les réponses, mais je suis en train de les chercher et je documente cette recherche pour pas vraiment les vivre seul, pour qu'on me donne des idées, pour qu'on me donne un coup de main. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des réponses, si jamais vous avez des idées, si vous voulez commenter cette vidéo, ce sera avec grand plaisir parce que, comme je le disais, j'ai pas la vocation de construire un produit. Moi, j'ai envie de construire un terrain. J'ai envie que sur ce terrain, il y ait un laboratoire, un écosystème et une nouvelle manière d'accompagner des dirigeants qui sont exigeants et ambitieux. Euh, et voilà. Donc, si ce que je vous raconte là, ça vous parle, ben, je vous invite déjà à suivre cette chaîne. Euh, Si vous avez des réponses à tout ce que j'ai pu vous raconter, s'il y a des choses qui vous ont intéressé ou si vous voulez creuser des sujets avec moi, ben, je vous invite à commenter cette vidéo ou à m'envoyer des messages, enfin un message c'est déjà pas mal en privé. Vous pourrez trouver toutes les infos nécessaires dans la description de cette vidéo. Et puis abonnez-vous, suivez l'histoire parce que cette histoire elle fait que commencer. Hypergrowth c'est mon business long terme. C'est vraiment le business que j'ai envie de garder. C'est un business qui fait sens pour moi. C'est mon business de cœur. Et puis moi, j'ai une phrase qui définit bien Hypergrowth. C'est ce que je dis aux dirigeants. L'impossible avant le petit-déj. Et je trouve que c'est une phrase qui représente bien ce qu'on veut chercher à faire chez Hypergrowth. C'est aider des dirigeants à se dépasser, à se remettre en question, à tester, à itérer, à construire et à construire et scaler des boîtes sainement et durablement. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, sûrement à la fin du deuxième trimestre 2025. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à suivre, à vous abonner et à commenter si vous avez aimé. À très vite.